Nous allons vous présenter ce matin une école dont le fonctionnement est très différent des établissements traditionnels, avec 2 orientations à prendre, la liberté et l'autonomie, et en suivant les principes de la psychopédagogie de Maria Montessori. Vous saurez tout sur les écoles Montessori dans La Vie en Bleu aujourd'hui, en compagnie d'Olivier Bobineau, qui est notre invité. Bonjour Olivier. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes cofondateur du campus Montessori Morin. On va en reparler effectivement dans cette émission qui devrait voir le jour en 2021. Mais avant tout, on peut peut-être rappeler pour les auditeurs qui découvrent cette école aujourd'hui, pour certains ce sera vraiment quelque chose de nouveau, parler des écoles Montessori, de Maria Montessori. Qui est cette femme ? Qui est cette femme ? Véronique, c'est une femme d'origine italienne qui est née en 1870, qui est morte en 1952. Et de fait, c'est la première femme médecin et qui va faire à la fois des études d'ingénieur, de biologie, mais également va beaucoup s'intéresser à l'anthropologie, on y reviendra sur ce mot, à des lectures de sociologues, et qui, au regard d'une première mission qui va lui être confiée avec des enfants de quartiers populaires dans un quartier de Rome, va s'interroger pour dire comment je peux permettre à des enfants d'être mieux dans leur peau. Et mieux à l'école. Et donc, après, quelle est l'importance pour être mieux dans sa peau, du développement de son être, et donc comprendre l'environnement, et donc d'apprendre aussi ce qui se passe autour de moi à partir de ce que je suis. Donc voilà, c'est cette femme qu'on vous présente aujourd'hui en quelques mots, et qui a créé, alors est-ce qu'elle imaginait l'impact et le succès de ces écoles quand elle a eu l'idée de s'occuper déjà de ses enfants à Rome ? Alors, non, parce que quand elle s'occupe et elle fonde la Maison des Bambinos dans les années 20, elle ne s'attend pas du tout à un tel succès au fur et à mesure, même si ça va être une globe-trotteuse. C'est-à-dire qu'elle va parcourir plusieurs pays, aussi bien de l'Inde que l'Europe, que l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. Et au fur et à mesure, finalement, qu'est-ce qu'elle va faire ? Maria Montessori, c'est une chercheuse. Qu'est-ce qu'elle fait à chaque fois ? Et d'ailleurs, dans les écoles Montessori, on y reviendra peut-être, c'est toujours la même chose. C'est, 1, on observe. 2, on repère les codages, on repère les codes, la langue, les objets, les postures, la manière dont se tissent les relations humaines. Entre les adultes et les enfants. Entre les adultes et les enfants, mais aussi entre les enfants, oui. Mais aussi entre les adultes. Et 3, je m'adapte. Il y a un côté, je vais faire sourire peut-être vos auditeurs, mais il y a un côté un peu Marines avant l'heure. Les Marines, la devise, c'est on s'adapte, on domine, on improvise. Eh bien, j'ai cette idée-là. Avec quand même une notion beaucoup moins militaire, et quelque donc, part. Merci, c'est une des grandes notions de Maria Montessori, en effet. Là, j'insistais sur la posture. La posture, c'est l'importance d'observer, de s'adapter, de comprendre l'environnement, mais avec cette grande notion qui est fondamentale chez Maria Montessori, justement, et qui fait la différence importante avec les Marines, c'est que c'est la paix. La paix, c'est-à-dire que tout doit pouvoir trouver sa place à partir de soi. Être chacun à sa place, pleinement sa place. Elle reprend là un théologien qui s'appelle Augustin d'Hippone au 5e siècle. Et c'est vraiment cette notion de paix, c'est cette notion d'être bien dans sa peau, de comprendre son environnement. C'est les 2 compréhensions que reprend d'ailleurs le philosophe penseur, on y reviendra, Edgar Morin. C'est se comprendre soi et en même temps comprendre l'environnement qui nous entoure pour permettre le développement de son être, de tout être, de chaque être. Voilà, alors ce matin, dans cette émission, dans La Vie en Bleu, on va vous expliquer comment fonctionnent ces écoles. Il en existe une notamment à Rennes, il y en a dans la France entière, il y en a même dans le monde entier, des écoles Montessori. Alors, qui sont les enfants qui peuvent être accueillis aujourd'hui dans ce type d'école ? Est-ce qu'il faut avoir un niveau supérieur, être en quelque sorte un enfant précoce ? Parce que j'ai déjà entendu dire Bien ça. sûr. C'est pour ça que je vous pose la question. C'est très important, c'est une question qui est souvent dû au fait que en France, mais surtout en France, les écoles qui accueillent aujourd'hui, c'est souvent soit des profils atypiques, donc des 10 orthographiques, dyslexiques, ou soit des enfants issus, y compris de certains milieux aisés. Je tiens à revenir sur l'histoire. On ne peut pas comprendre le parcours de Maria Montessori. Elle s'est intéressée avant tout à ce qu'on appelait à l'époque en Italie les débiles, les enfants débiles, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas les moyens du fait de déformations, on va dire génétiques, si vous voulez, et qui avaient des handicaps physiques profonds. Elle s'est intéressée aux débiles, et ensuite elle s'est intéressée à ce qu'on appelle aux idiots. En grec, idiot, ça veut dire celui qui ne peut pas participer à la cité, à la vie publique. Donc aux enfants qui n'avaient pas de relations sociales. Et après, elle s'est intéressée aux enfants des quartiers populaires. Et après, entre guillemets, elle s'est intéressée aux enfants
dits normaux. D'accord. Ça veut dire que l'école Montessori, elle est pensée, le matériel, la posture. Alors, faut préciser, on va le dire aujourd'hui, il y a un matériel, effectivement, très important, qui est adapté à ces écoles, le matériel Montessori, on en parlera tout à l'heure. Oui. Vous êtes en train de nous dire, Olivier Bobineau, qu'en fait, dans ces écoles, il y a le mélange de toutes ces personnalités, de tous ces enfants, avec quelquefois des problèmes de handicap ou pas, mais ils vivent tous ensemble. Au niveau international, et là vous voyez, ma fille est dans une école à Berlin actuellement, eh bien au niveau international et dans d'autres pays qu'en France, ces écoles accueillent tous les publics, et à commencer par les plus fragilisés, les plus handicapés, les plus précarisés, du fait d'un soutien public, si vous voulez. La difficulté qu'on a en France, c'est que c'est aussi une question de financement, c'est-à-dire que dans la mesure où les écoles Montessori ne sont pas soutenues par l'État ou appuyées par des collectivités locales, eh bien c'est sûr, l'école vit, une école Montessori en France, elle vit d'abord sur les frais d'inscription. Donc il faut avoir en effet en France, encore aujourd'hui, et ça sera, nous on veut changer ça avec le campus Montessori, Morin, encore aujourd'hui, eh bien, c'est des enfants, c'est des familles riches qui envoient, ou des familles qui font certains choix, mais qui ont un certain niveau socio-économique, il faut le dire, voilà, qui envoient leurs enfants. De toute façon, la question, on l'aurait abordée à un moment ou à un autre. Oui. Donc ça, vous êtes d'accord pour dire que ça doit changer aussi dans notre pays, pour que ces écoles soient ouvertes aussi à des enfants et à des parents qui puissent également inscrire leurs enfants sans avoir des moyens importants. C'était l'un des objets de Maria Montessori, il ne faut pas l'oublier. Oui. Elle était croyante chrétienne, très pratiquante et très sensibilisée à la question de la pauvreté. Et quand elle met en place un matériel, quand elle s'intéresse aux idiots, aux débiles, aux enfants atypiques, c'est d'abord parce qu'il y a pour elle une mission fondamentale, c'est qu'il faut permettre à tous les enfants, à commencer ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des parents qui vont les accompagner, eh bien tous les enfants, et d'abord les plus pauvres, de leur permettre de grandir et de comprendre le monde. Alors on va faire une première pause dans cette émission. On comprend bien que quand vous parlez d'idiots, de débiles concernant les enfants, évidemment ce sont des termes aujourd'hui qui ont été dépassés et qui sont quelquefois très péjoratifs, mais on a un grand respect évidemment pour les enfants, même ceux qui souffrent de handicap, et ces mots qui sont utilisés au sens propre du terme, qui n'ont rien à voir avec ceux qu'on utilise aujourd'hui, bien entendu. La vie en bleu sur France Bleu Armorique, c'est la vie au quotidien. Benoît Dubuc, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de formation. On va parler plus précisément aujourd'hui de ces éducateurs diplômés de l'association Montessori International. Vous êtes là pour les former, pour encadrer des enfants de 6 à 12 ans. Que demandez-vous à ces éducateurs ? Il y a des demandes qui sont d'ordre académique. On demande à ce que ces gens-là aient l'équivalent de bac. Nous, on dit bac plus 4. Mais ça peut être aussi on peut aussi tenir compte d'expériences professionnelles. Et vous avez en France ce que vous appelez des passerelles. Alors, on envoie ces gens-là vers des passerelles et pour essayer d'obtenir des équivalences. C'est relativement exigeant intellectuellement, académiquement. Alors, il faut avoir une base universitaire. C'est pas nécessairement en éducation, mais ça peut être une base une base universitaire, quoi. Cette formation va durer combien de temps ? Elle va durer exactement 23 semaines, dans notre cas répartie sur 22 mois. 22 mois, ce qui veut dire qu'on travaille 2 longs étés, 7 semaines chaque fois. Mais il y a des séminaires comme actuellement, là je vous parle en plein milieu d'un séminaire. On a un séminaire de 2 semaines, celui du printemps. On en avait un autre à l'automne, à la Toussaint. La première année, il y en a 3 comme ça. Et puis, ce qui fait on appelle ça une approche modulaire. Ça permet aux étudiants de travailler en même temps. Donc, de confronter ce qu'on leur enseigne à la réalité. Est-ce que c'est aussi une formation en alternance ? Oui, c'est une formation en alternance. Il y a aussi des formations. Il y en a une d'ailleurs en France, à Montpellier. Il y a des formations que l'AMI appelle académiques, c'est-à-dire c'est en suivi tout le long. Il n'y a pas d'alternance. Dans notre cas, c'est en alternance. Moi, je préfère alternance parce que ça confronte les concepts à la réalité. Donc, ils reviennent avec des questions pour comment on fait finalement pour j'ai tel problème, comment on fait pour solutionner tel genre de problème. L'approche Montessori nous dit telle chose et moi, c'est pas ce que je rencontre. Alors voici, alors comment tu procèdes? Et on essaie d'ajuster. Donc, moi, je trouve que c'est plus performant en termes de formation parce que on a le temps de se transformer face au réel. Quelles sont, d'après vous, les principales qualités que doit avoir un éducateur pour enseigner dans une école comme celle de Montessori ?
il faut peut-être deux choses principales. Il faut d'abord être naturellement bienveillant. Il faut avoir un plaisir de côtoyer des enfants, être avec eux, pas être là comme un adulte qui va imposer ses quatre volontés à des enfants. Les enfants sont des êtres à part entière, et si on crée l'environnement adapté à leur vie, ils vont vous donner 10 fois plus d'intelligence. Vous assurez, à l'issue de cette formation, un emploi au sein des écoles Montessori? C'est pas le but visé, mais je vous dirais le diplôme AMI est reconnu sur la planète. Il y a du travail partout sur la planète. Benoît Dubuc, imaginez des auditeurs qui nous écoutent en ce moment et qui se disent « mais finalement, c'est fait pour moi. Je peux être aussi éducateur spécialisé dans cette école. Que doivent-ils faire ?» Ils doivent s'inscrire. Il y a actuellement des inscriptions en cours. Il y a un cours qui va commencer en octobre prochain. On a 42 demandes d'admission actuellement. On va arrêter à 60. Il faut qu'il y ait un certain nombre peut-être, mais il ne faut pas être trop nombreux parce qu'à un moment donné, l'humanité est affectée. Là. Il faut s'assurer de l'humanité tout le long du truc. Montrer l'intérêt, faire voir à ces gens-là pendant leur stage des sites ou des classes où ça se passe bien. Alors, ils voient, oui, c'est possible, ça existe, c'est faisable. Les enfants sont comme dans le livre, on peut faire ça. Ils demeurent intelligents, ils demeurent adaptés à leur environnement, ils rentrent dans les structures qui sont en France, celles que vous avez. Ils s'insèrent, ils s'intègrent facilement et ils sont adaptés au 21e siècle. Bien. Écoutez, en tous les cas, j'espère que grâce à vous, on a suscité des vocations supplémentaires aujourd'hui. Benoît Dubuc, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Je vous souhaite une excellente journée. Vous êtes bien gentil et je vous remercie de m'avoir accueilli sur vos ondes. Je vous en prie. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Mieux vivre au quotidien, c'est La Vie en Bleu sur France Bleu Armorique. Vous l'avez compris, on parle aujourd'hui des écoles Montessori avec notre invité Olivier Bobineau. Alors, combien d'élèves par classe et à partir de quel âge pour ces écoles ? Alors, ça fonctionne d'abord par tranche d'âge, 3-6 ans, 6-12 ans, avec un découpage parfois en 6-9 et 9-12. Donc là, l'idée, c'est de faire de l'inter-âge, c'est-à-dire qu'un enfant montessorien qui a 12 ans, il va pouvoir, y compris valider, si l'on peut dire, ses compétences et ses acquis, en les transmettant aux autres enfants. Et inversement, les autres enfants, il n'y a pas que l'adulte qui leur permet de comprendre des choses, il y a aussi ses congénères. Donc alors, ça, c'est curieux ce fonctionnement. Oui, parce qu'on voit après, même naturellement, quand il y a des enfants d'âge différents, avec des amis qui se réunissent, on voit des enfants de 6 à 12 ans, ils vont jouer chacun et avoir des pôles d'attraction différents en fonction de l'âge, et ça paraît logique. Là, ils arrivent quand même à se mélanger et à transmettre grâce à l'école. Disons que c'est ça la puissance de la pédagogie Montessori. Outre le fait qu'elle fait une révolution copernicienne sur laquelle est revenu tout à l'heure Benoît, la révolution copernicienne, j'insiste quand même, c'est le fait que ce n'est pas le maître et l'élève, c'est le maître est l'élève. C'est-à-dire que ce qui fait autorité, c'est pas le professeur, c'est pas l'éducateur, c'est l'enfant, c'est l'adolescent, c'est l'élève qui va décider de ses apprentissages, de son rythme d'apprentissage et qui va laisser développer son être. Et l'éducateur n'est qu'un trait d'union. L'éducateur n'est qu'un trait d'union entre l'être de l'enfant, l'être de l'élève et son environnement. Donc ça, c'est la grande révolution copernicienne qui pose beaucoup de problèmes parce que c'est pas facile de quitter son piédestal, de descendre du haut de sa chaise et puis de se dire je suis au service de l'enfant. Et justement, ce qui est très intéressant, et ça, c'est une des caractéristiques de la méthode Montessori, c'est que les enfants de tout âge rendent service aux uns et aux autres. Et donc ça donne une capacité
dès le départ, dès l'enfance, de travail collectif, et ça donne des grands conquérants comme ceux qui vont faire les conquêtes aujourd'hui de technologie. Je suis en train de travailler sur les figures de la conquête aujourd'hui dans notre société. C'est très intéressant de voir que la méthode Montessori, elle permet le travail d'équipe, elle permet le travail de coopération, et ceux qui ont inventé Wikipédia, Google, Facebook, eh bien ce sont des gens qui sont passés tous par la pédagogie Montessori, c'est-à-dire je fais du coopératif et je crée des choses par moi-même. Bon, on va parler de tout cela, on verra si quelquefois aussi il n'y a pas un peu le bazar dans les classes de temps en temps, parce qu'on reste quand même des enfants avant tout. On parle des écoles Montessori, vous nous dressez un tableau un peu idyllique, Olivier Bobineau, mais ça reste des enfants, on sait comment sont les enfants, même si ils sont toujours très enthousiastes, s'ils ont envie de faire des tas de choses, on sait aussi que quelquefois ils partent un peu en live, comme on dit, ils font des caprices, ils sont pas d'accord entre eux, ils peuvent être également violents, c'est ce qu'on retrouve, c'est les schémas qu'on retrouve dans les écoles traditionnelles. Ces schémas-là, on les retrouve aussi dans les écoles Montessori ? Alors, l'enfant et la nature humaine, est-ce qu'elle est ? On le sait depuis Hobbes, Véronique. Mais je vous invite, Véronique, ainsi que nos auditeurs et auditrices, à venir observer, comme je l'ai fait depuis maintenant une petite dizaine d'années, ce qui se passe dans une école, dans une ambiance Montessori. On ne parle pas de classe, on parle d'ambiance. À un moment donné, il y a un conflit, vous avez une table de la paix. Très bien. Vous avez une table de la paix, c'est-à-dire que les enfants vont se trouver, ils ne quitteront pas la table avant de s'être mis d'accord et avant d'avoir renoué le lien alors qu'il y a eu un geste violent ou agressif. Bien. Ensuite, l'enfant, et je parle notamment, je pense, à mon garçon, à un moment donné, vous avez des garçons, des filles, des petites filles qui ont besoin de sortir. Vous savez quoi ? La cour, elle est là. Va pendant 1 heure. Tu vas courir et tu vas courir. Tu en as besoin ? Vas-y. C'est au rythme de l'enfant. Tu as besoin. Ça s'est mal passé à la maison, oui, bien sûr. Il y a des difficultés ici ou là. Tu as des questions, tu as mal dormi. Tu as un siège. Va te poser, prends un livre. L'essentiel est quoi ? L'éducateur, dans sa posture, il est là pour, si vous voulez, c'est un principe de Socrate, c'est de l'accouchement, c'est de la maïeutique. T'as besoin là de te défouler, vas-y, il y a la cour qui est là. Et ça peut durer 1 heure. Et si ça dure 1 journée, ça dure 1 journée. Il y a des expériences qui ont été montées comme cela, qui font qu'à un moment donné, l'enfant, il est entendu. 1, il est entendu. 2, il va pouvoir se compenser, ce qu'on appelle la catharsis depuis Aristote, c'est-à-dire qu'il se défoule. Et 3, ça va revenir en ordre et il va revenir dans une posture d'apprentissage. Ouais. Et quand il y a un problème et qu'il y a un peu de brouhaha, il y a soit une cloche, et donc on entend la cloche titanibulée, ou alors il y a une lumière qui s'éteint et les enfants restent sur place et le calme revient. Il y a des moyens de régulation de la vie sociale dans les écoles Montessori. Alors avant d'accueillir Marie Klein-Roy qui va nous parler de ces colos que vous allez mettre en place cet été, juste un mot sur le matériel, parce qu'on parlait du matériel Montessori. Alors rapidement, Olivier, pour tout faire rentrer dans les cases, c'est un matériel qui a été élaboré spécifiquement pour les élèves de ces écoles ? C'est un matériel qui a été élaboré à partir du test and learn, c'est-à-dire que Maria Montessori et ses équipes dans les différents pays du monde, c'est à elle qu'on doit par exemple les petites chaises, le porte-manteau à hauteur des enfants, par exemple. C'est un matériel extrêmement sensuel, sensitif, qui est là pour permettre une seule chose, le lien entre mon intériorité en tant qu'enfant, en tant qu'apprenant, et l'extériorité du monde. Et c'est un matériel essentiel. Il est là comme support de la compréhension du monde, mais aussi pour comprendre comment je fonctionne. Je pense par exemple, il y a tout un moment où on passe par la musique, on va repérer les sons, on va repérer les chants, les tonalités, mais aussi on va repérer les différentes formes à partir des mains. Et on va même apprendre à écrire à partir des mains, avec ce qu'ils appellent les lettres sensitives, où un toucher correspond à un type de prononciation, correspond à un type de lettre. D'accord, très bien. Marie Klein-Roy, bonjour. Bonjour. On va parler de ces séjours extrascolaires et scolaires. Ça s'appelle Écolo, c'est dans le cadre de ces écoles Montessori. Ça va avoir lieu cet été. Ça sera ouvert à tous les enfants, y compris ceux qui ne sont pas inscrits dans les écoles ? Évidemment, oui. Nous, notre objectif, du coup, un peu comme ce que pouvait expliquer Olivier sur la pédagogie de Montessori, c'est de dire qu'on est bien sur un type de pédagogie et sur une manière d'accueillir l'enfant qui est parfaitement adaptée et adaptable à tous les enfants, que ce soit des enfants qui sont habitués dans leur cadre scolaire à faire face à ce type de pédagogie ou des enfants qui sont scolarisés dans des cadres plus classiques, on va dire. D'accord. Donc on est vraiment sur des séjours mixtes. Bon, alors, ça va se passer chez nous, en Ille-et-Vilaine ? Oui. À quel endroit précisément ?
Alors, on sera situé à l'éco-camping des Brulets. C'est sur la communauté de communes des Vallons de Bretagne. Oui. Donc, du coup, on est sur une petite quarantaine de kilomètres de Rennes. Alors, on connaît les jolies colonies de vacances, chantées il y a quelques années par Pierre Perret. Je ne peux pas m'en empêcher. Marie, est-ce que là, ça sera un petit peu dans le même esprit, où les colos tels qu'on les connaît aujourd'hui, où elles ont un plus, ces colonies, elles ont quelque chose de différent? Alors, elles ont quelque chose de différent de ce qui peut se proposer aujourd'hui. Vous faites référence aux jolies colonies de vacances à l'ancienne. Il y a un peu cette inspiration-là, si on veut, dans le sens où nous, on défend un retour, une proximité avec la nature. Donc, c'est quand même ce qui va nous différencier peut-être en premier lieu, c'est qu'on défend le fait d'être dans un cadre de pleine nature et justement d'être en prise directe avec notre environnement. On défend aussi ce qui est peut-être un peu différent, chez nous, ce qui peut se faire dans d'autres séjours de vacances, c'est qu'on est sur une organisation qui est destinée justement à permettre aux enfants de pouvoir choisir librement leurs activités, de pouvoir être dans un cadre où ils peuvent être autant sur du petit collectif que sur de l'individuel, donc avec un adulte pour 4 enfants en taux d'encadrement. Légalement, l'obligation qu'on a, c'est un adulte pour 12, donc nous on se situe bien au-delà de cette obligation-là, justement dans le but de permettre aux enfants de pouvoir avoir un peu la main sur ce qu'ils ont envie de faire et ce qu'elles ont envie de faire pendant leurs vacances. Alors Marie Clin-Roy, est-ce que vous pouvez nous parler pas de toutes, mais de quelques activités qui seront proposées aux enfants, d'ailleurs de quel âge cet été? Vous les attendez à partir de quel âge? Alors, cet été, on les attend à partir de 6 ans. On a des séjours 6-7 ans qui durent 5 jours. Oui. Et on a des séjours pour les 7-14 ans qui durent 1 semaine. Bien. Alors, quel type d'activité, par exemple? Type d'activité, par exemple, on va pouvoir être sur de la balade à vélo. On est juste à côté de la voie verte. On va pouvoir être sur de la construction de cabanes. On va pouvoir être sur des choses en lien avec les personnes ressources en local. Voilà, on va travailler par exemple avec quelqu'un qui fait de la vannerie ou avec des apiculteurs, aller à la rencontre des producteurs parce qu'on va cuisiner nous des produits locaux, bio. Donc on va aussi pouvoir aller à la rencontre des commerçants, des producteurs sur place. On va être sur des activités bricolage avec du matériel pour pouvoir travailler du bois. Mmh. Des grands jeux, des veillées, et puis après l'idée c'est que la porte est aussi grande ouverte à toutes les envies et toutes les propositions. Oui. Et là on retrouve l'esprit Montessori pour le coup, lorsqu'on fait appel aux idées des enfants. On n'a pas abordé les tarifs concernant une inscription dans une école Montessori traditionnelle, mais on va pas se cacher la face, et vous avez été très honnête Olivier Bobineau en disant qu'aujourd'hui faut un certain budget pour inscrire ses enfants. Alors ça peut faire peur aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent aujourd'hui en se disant mais est-ce que les colos c'est le même tarif? Combien ça va me coûter pour une semaine? Et qu'est-ce que vous proposez comme type d'hébergement? Vous pouvez répondre à ces questions, Marie? Oui, bien sûr. Alors, sur les tarifs, nous, on est sur un principe sur des séjours où on va être sur 300 € pour les 5 jours, 380 pour les 7 jours. On se situe, alors c'est des sommes qui peuvent peut-être paraître importantes, on se situe quand même à 15% en dessous du prix moyen des séjours de vacances habituels. D'accord. Voilà, l'idée, et est-ce que les parents et les enfants un accueil large peuvent bénéficier d'aide aussi? Peut-être, je ne sais pas, de la CAF ou autre pour ce genre de séjour? Oui, il y a des possibilités de bénéficier des aides de la CAF par l'intermédiaire des bons VACAF. Bon, écoutez, on a déjà dressé un mini tableau de ces colos qui auront lieu en juillet et août cet été en Ille-et-Vilaine? En juillet et août, à partir du 15 juillet jusqu'au 11 août. Bien, on laissera au standard de France Bleu Armorique vos coordonnées ou celles des personnes qui organisent ces colos s'il y a des auditeurs intéressés. D'accord, on fait comme ça, Marie? Merci beaucoup, avec plaisir. Je vous en prie, merci à vous et à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. On va consacrer ces dernières minutes à la création de ce campus Montessori Morin. Alors déjà, il existe à Rennes, il y a une école Montessori. Il y en a une à Rennes. Il y en a deux. Il y en a deux à Rennes. Il y en a d'autres dans les Côtes-d'Armor et dans le Morbihan? Alors, ça, je ne sais pas s'il y en a dans le Morbihan.
et dans le Côte-d'Armor. Alors après, il y a des écoles qui s'inspirent. Oui. Après, De la philosophie Montessori. Après, est-ce qu'elles ont du matériel et surtout des éducateurs, des éducatrices formés, comme l'a dit Benoît tout à l'heure, à la posture et aussi à la manière de créer une ambiance? Ça, c'est pas si commun que cela. Il faut faire une différence entre le Canada Dry et le Montessori, c'est-à-dire que ça a l'odeur, ça a le goût, mais c'est pas du Montessori. Donc il faut être vigilant là-dessus. Alors, on a expliqué tout à l'heure que les enfants pouvaient s'inscrire, enfin les parents pouvaient inscrire les enfants à partir de 3 ans dans une école Montessori, telle qu'on peut la connaître à Rennes pour ceux qui connaissent ce genre de structure. Là, on parle d'un campus Montessori. Là, on joue dans la cour des grands, pour le coup. Ah oui, c'est la cour des grands. C'est l'idée que on va faire... D'abord, un chiffre, c'est 100 000 jeunes du secondaire qui sortent du collège sans rien, par an. Donc ça, c'est un chiffre du Conseil national de l'évaluation. C'est un chiffre officiel du ministère. 100 000. Sur 10 ans, ça fait 1 million. Bon. Il y a un gouffre. Il y a un vrai drame, on le sait, tous les collègues du collège d'ailleurs le disent, c'est le collège. Donc nous, on va ouvrir en 2021 un collège et ensuite un lycée, et qu'on associera aussi à une école primaire, bien sûr. Mais l'idée du campus, c'est qu'au fond, on comprend toute la vie. Et on se comprend toute la vie. On veut commencer par le collège parce que le collège, c'est l'adolescence, c'est la puberté. Et Maria Montessori, déjà, elle écrivait en 1949, c'est que la puberté, c'est une nouvelle carapace. Et c'est très, très, très difficile. Comment on met en place un établissement, une équipe pédagogique, des connaissances, des contenus, des postures pour permettre à chaque adolescent d'être mieux dans sa peau, précisément au moment où c'est très difficile. Là, la perspective, c'est que dans ce campus, et ce collège qui va ouvrir en 2021, aux 100 ans d'Edgar Morin d'ailleurs, qui est notre parrain, ce penseur, sociologue, philosophe français. De 80, j'ai vu son âge, 98 ans. Donc il aura, incroyable. Voilà, il aura 100 ans lors de l'ouverture. C'est l'idée que, au fond, il y a 2 choses à tenir: se comprendre soi-même pour comprendre le monde pour se comprendre soi-même. Et là-dessus, nous, on va mettre en place notamment un internat, ce que conseillait Maria Montessori. Donc là, on fait état de la recherche mondiale, puisque nous allons créer un laboratoire européen d'anthropologie pédagogique, où là, l'idée, ça sera de faire état de toutes les recherches pédagogiques en direction de l'adolescence, mais aussi de l'éducation, de comment faire pour transmettre, apprendre, comprendre le monde et se comprendre. Et ce laboratoire sera un peu notre figure de proue, notre lieu ressource, notre vivier, mais aussi notre expérimentation d'innovation pédagogique qui sont aujourd'hui en cours partout en Europe. Il y a plein de choses qui se passent dans différents pays, et nous, notre souhait, en lien avec l'Université catholique d'Angers et en lien avec l'AMI, l'association Montessori internationale, nous allons organiser donc les rencontres pédagogiques le 2 novembre, auxquelles viendra. À quel endroit précisément? Donc ça sera à Rennes. On n'a pas encore. Vous n'avez pas le lieu précis. Pas tout à fait encore le lieu, mais peut-être que nous aurons le loisir d'y revenir. Et l'idée, si vous voulez, c'est pas du tout. C'est de commencer vraiment. Par la recherche. Maria Montessori, c'était une chercheuse sur la posture. Elle observait, elle mettait en place des choses, et ensuite, elle pouvait mettre en œuvre cela en direction des enfants et au service des enfants. Et nous, notre idée, c'est vraiment cela, dans ce campus, avec l'idée aussi que le monde est en train de changer et qu'il faut aussi... Et qu'il faut s'adapter. Oui. Olivier Bobineau, où ce campus va-t-il voir le jour à Rennes? Et à Rennes seulement ou pas? Alors, à Rennes, oui, en effet. Le campus... Sur quel espace? Alors, le site n'est pas encore trouvé. On est en lien déjà avec le maître d'ouvrage, l'assistant maîtrise d'ouvrage, avec des architectes. Ça sera forcément en milieu rural, dans une fenêtre, on va dire... Alors, ça ne sera pas sur Rennes, ça sera à l'extérieur. Voilà, ça sera à l'extérieur, ça sera dans la région rennaise. Comme là, on fait une expérimentation cet été aussi, avec ces séjours avec de ces vacances. colos dont on parlait avec donc, ces tentes, Marie. où il n'y aura pas de fenêtre aussi lobatante, ça sera en dur, en nature, et en même temps, tout ça accompagné par des adultes, et un cadre sécurisant et apaisant. Donc, l'idée, c'est d'y aller progressivement à partir d'une expérimentation et envie aussi de capitaliser toutes les recherches qui sont faites dans les autres pays en lien avec des acteurs dont c'est le métier, dont c'est le professionnalisme, pour permettre à nos enfants, y compris dans la région rennaise, quel que soit le niveau social, d'y accéder à ça.
Et en plus, j'imagine, et ce sera le mot de la fin, qu'il y aura des embauches, forcément. Ah oui, il Parce y aura que vous allez créer un campus. Voilà. Donc pour les personnes qui nous écoutent et qui sont attirées par les métiers de l'enseignement, via une formation Montessori, on l'a vu ce matin avec Benoît Dubuc, il y aura peut-être pour vous de nouveaux emplois, une autre façon aujourd'hui d'enseigner, pour vos enfants aussi, et j'espère à des prix plus raisonnables que ceux qui sont pratiqués. Bien sûr, oui, c'est l'un des enjeux. Rendre tout ça accessible, quel que soit le niveau social, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa philosophie, pour permettre que les acteurs de demain, ce sont nos enfants, eh bien, ils soient aussi auteurs de notre destinée collective. Merci Olivier Bobineau d'avoir participé à cette émission. On va vous suivre évidemment parce qu'il y a d'autres épisodes à découvrir jusqu'à la naissance de cet établissement, ce campus Montessori Morin.